Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cars Up avec Nicolas. Comme vous le savez, ce sont des vidéos à travers lesquelles nous essayons des voitures de sport et des voitures de collection, voire les deux. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une Aston Martin V8 Vantage. Le modèle fabriqué de 2005 à 2018 dans différentes versions. Celle-ci est une 2008, donc une 4 litres 3, la première génération, équipée de la boîte optionnelle à 6 rapports robotisée. On espère que cette vidéo va vous plaire. Merci. En voiture, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'Aston Martin, puisque nous sommes en présence d'une V8 Vantage, comme on l'a dit tout à l'heure. Et l'Aston Martin V8 Vantage a une particularité très intéressante, c'est que c'est après la DB7, il faut le reconnaître, l'Aston Martin du renouveau, véritablement. En fait, en 1987, après de nombreuses faillites d'Aston Martin, tout au long de son existence depuis 1913, Ford fait l'acquisition de la marque Aston Martin, parallèlement à Jaguar d'ailleurs. Et le premier modèle qui est nouveau, entièrement nouveau, qui sortira, sera la DB7. La DB7 qui est basée sur une mécanique, une plateforme et une mécanique Jaguar. Pendant ce temps-là, évidemment, on étudie de nouveaux modèles, des modèles intrinsèquement nouveaux. Et les DB9 sortis en 2004 et V8 Vantage sortis en 2005, les deux ayant été présentés simultanément au Salon de Détroit en 2003 sous forme de prototype, représentent le véritable renouveau d'Aston Martin dans le sens où elles sont basées sur une conception entièrement nouvelle, une plateforme modulable construite sur la base de techniques aéronautiques dites VH, plateforme VH, verticale horizontale, qui est une plateforme modulable donc à base de matériaux type aluminium et autres matériaux synthétiques assemblés par collage ou rivetage, et qui permettent donc de construire une auto avec des éléments comparables, du moins de conception similaire, dans différentes dimensions selon les besoins. Et l'Aston V8 Vantage ainsi que la DB9 V12 ont été conçus simultanément en utilisant cette même plateforme. Et le résultat sera, du fait on peut le dire, d'un design extrêmement réussi, un grand succès. Il faut effectivement savoir que Aston Martin, qui est pourtant une marque que tout le monde connaît, certainement grâce à sa grande présence dans le cinéma, et en particulier grâce à James Bond, qui utilise une DB5 de Goldfinger, comme tout le monde le sait, la V8 Vantage est une voiture donc entièrement nouvelle. Une carrosserie d'un design entièrement nouveau, qui ressemble un petit peu à celui de la Vanquish sortie en 2001, mais néanmoins plus souple, plus doux. C'est un dessin qui a été initié par Ian Callum, le designer Aston Martin à l'époque de la DB7 et de la Vanquish, qui a été remplacé par Henrik Fisker. Henrik Fisker revendique le design de la V8 Vantage. En réalité, le projet a été initié à 80% quand il a pris la direction du style chez Aston Martin. Néanmoins, ces deux personnes ont travaillé l'une après l'autre avec un grand talent et sont arrivés à ce modèle qui, presque âgé de 20 ans aujourd'hui, 2003 pour le prototype, on est en 2023, est une voiture qui vieillit pas, peut-être un petit peu, mais qui vieillit très bien en tout cas. C'est une carrosserie qui reprend, comme vous pouvez le voir, les gimmicks traditionnels Aston Martin, donc la calandre en forme de T inversée qu'on trouvait déjà sur les DB5 et DB6, les ouïes latérales d'aération qui rappellent là aussi les mêmes modèles, et puis des innovations comme des détails assez intéressants tels que ce support de rétroviseur. On trouve encore beaucoup d'aluminium dans cette voiture, aussi bien pour la carrosserie dans son ensemble que pour l'intérieur, où de manière assez surprenante, on constate que contrairement à beaucoup de voitures de qualité moderne, comme par exemple même les dernières Rolls Ghost où beaucoup de pièces sont en plastique chromé, ce qui est un petit peu décevant par certains aspects, sur les Aston V8 Vantage de cette époque, la plupart des éléments d'accastillage intérieur, si ça n'est pas revêtu de cuir, un cuir de très belle qualité d'ailleurs, ou d'Alcantara, ce qui est le cas du ciel de toit, eh bien ce sont des pièces de fonderie d'aluminium, ce qui explique peut-être par certains aspects le côté un petit peu décevant de la masse au final de cette auto, qui pèse plus ou moins 100 à 150 kg de plus qu'une Porsche 911 comparable et de dimensions comparables, mais on a pas mal d'éléments de qualité qui évidemment génèrent cette contrepartie. Un peu de poids en contrepartie d'une qualité au toucher qui est fort agréable. Le moteur est un V8 4 arbres, 4 soupapes, dérivé lointainement
du V8 Jaguar contemporain, celui qui équipait les XK8 et XJ8. Alors en fait, on dit que ce moteur dérive du moteur Jaguar. Oui, principalement, à la source, c'est le moteur de la Jaguar. Mais en réalité, tout a été revu, repensé chez Aston Martin, de fond en comble. Le bloc, les culasses, l'équipage mobile, la distribution. Les cotes, d'ailleurs, à l'ésage course, n'ont absolument plus rien à voir avec le moteur Jaguar, qui est plutôt un long course, ce qui est propice à des régimes raisonnables et un couple élevé à bas régime. Sur l'Aston Martin, on a au contraire un moteur super carré, avec un alésage important et une course beaucoup plus réduite. Le résultat, c'est 385 chevaux à 7300 tours. 385 chevaux pour 4 litres 3 de cylindrée pour un moteur atmosphérique, c'est vraiment pas mal. Et 410 Nm à 5000 tours. Et là, on devine immédiatement le caractère de ce moteur, c'est-à-dire un moteur qui aime prendre des tours et qui, même s'il est beaucoup plus souple finalement que la réputation qu'on lui a faite, est un moteur qui a une plage d'utilisation très large et qui pousse continuellement, on le verra pendant l'essai, des plus bas régimes jusqu'au régime maximum, on ne sait même pas où est fixé le rupteur, d'ailleurs peut-être à 7005, en tout cas jusqu'à 7000 et quelques, ça pousse sans discontinuer et avec une belle vigueur. Et finalement, ça repart pas si mal sur les bas régimes, sur des rapports de boîte élevés. Techniquement, en dehors du moteur dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai oublié de vous dire que c'était quand même un moteur à carter sec, l'intérêt d'un moteur à carter sec, c'est d'avoir un carter d'huile, le bas moteur, enfin en dessous du bas moteur, beaucoup plus mince, donc d'installer le moteur beaucoup plus bas dans la voiture, puisque l'huile n'est pas contenue dans le carter moteur, mais dans un réservoir séparé. Et il y a donc une pompe à huile pour la pression et une autre pompe à huile pour la récupération de l'huile qui redescend dans le petit carter moteur afin d'être refroidie et retourne à la bâche à huile. Une bien belle auto, ma foi, dont personnellement je ne me suis jamais lassé de la ligne, surtout dans la version initiale avec les roues assez fines, une absence d'accessoires aérodynamiques, une ligne tout à fait pure. Salut Nico. Salut Sam. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Ouais. Une Aston Martin V8 Vantage. Eh bah, c'est presque un choix original sans être original en fait, finalement. Sans être original dans quel sens? Bah, parce que finalement, si je dis pas de bêtises, et tu l'as peut-être déjà dit d'ailleurs dans cette vidéo, mais c'est l'Aston la plus produite. Ah oui, c'est clairement la plus produite, en tout cas des premières produites en grande quantité. La plus produite dans l'absolu, j'ai pas vérifié, mais c'est la première à connaître de tels chiffres de production en fait. En l'occurrence, plus de 24 000 voitures produites entre 2005 et 2018, en 13 ans, alors qu'avant celle-ci, on avait à peine 1000 voitures par an. Si je dis pas de bêtises, elle a la boîte... Alors c'est pas la boîte F1 chez Aston Martin, c'est la boîte... Comment elle s'appelle? Eh bien c'est une bonne question. Elle s'appelle... Steptronic, non? Steptronic, non. C'est les Speed? Non. Non, bon, c'est des Speed, c'est Alfa Romeo. C'est Alfa Romeo. Je sais pas si elle a vraiment un nom celle-ci. Elle s'appelle boîte robotisée en tout cas. Oui, boîte robotisée, effectivement. Un simple embrayage. C'est la même technique que les boîtes Ferrari F1, effectivement. C'est une boîte mécanique robotisée avec un embrayage piloté. Elle n'est pas très rapide, mais elle n'est pas aussi désagréable qu'on le dit. Elle est plus un peu lente au démarrage. Donc en fait, ouais, c'est un peu les boîtes où... Bon, on va les essayer, mais c'est un peu les boîtes où il faut lever l'accélérateur quand tu passes au passage des rapports pour avoir un semblant de... pour pas avoir trop cet effet à coup. Moi j'ai tout essayé, ça change pas grand chose en fait. Quand tu lèves l'accélérateur, tu entends davantage le clonk de la boîte, tu verras. Si tu le lèves pas, elle passe un peu plus naturellement. Et non, je pense que les qualités premières de cette auto, ce sont surtout des qualités esthétiques et de finition. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une très jolie voiture. En fait, elle est très jolie. En plus, elle est dans une livrée qui est assez exceptionnelle. Oui. Elle a l'air en parfait état. Et si je dis pas de bêtises, c'est vraiment la toute première des Vantage en fait. C'est une 4 litres 3. C'est une 4 litres 3. Une 4 litres 3. Hein. Ouais, effectivement. Donc la 385. 385 chevaux à 7300 tours. Ok, donc ça prend des tours en fait. Ah oui, ça prend beaucoup de tours. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on lui reprochait, c'est qu'en fait le couple est très haut perché. Ouais. Il y a du couple, 410 Nm, mais perché à 5000 tours. Donc fatalement, c'est un moteur c'est presque un moteur, j'allais dire sportif, mais c'est un moteur sportif. C'est normal, c'est une sportive, mais
C'est une sportive, justement, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une sportive ou c'est une GT quoi? Est-ce que c'est une sportive ou une GT? Et finalement, c'est une GT qui a quelques caractéristiques de sportive, mais qui pour autant... Nicolas, tu réponds à la question avant l'essai là. C'est pas... Oui, effectivement, il va falloir que tu l'essayes pour t'en faire une idée. Ne blesse pas mon esprit. En fait, tu sais quelle clientèle était visée pour cette voiture par Aston Martin, ce qui était assez ambitieux d'ailleurs à l'époque. La clientèle Ferrari? Non, la clientèle de la Porsche 911, il n'y a pas de Ferrari de ce niveau-là. Ah oui, c'est une 911. Oui, parce qu'en termes de prix et tout, c'est un peu le prix d'une 911. C'était à peu près le prix d'une 911 et c'est à peu près le gabarit d'une 911. Bon, ils ont un peu oublié les 2 petites places de secours dont on dispose dans la 911. Mais place pour mettre les bagages, c'était la target. Ok. En marketing. Bon, on l'essaye? On l'essaye. Tu commences? Ouais, commence. Ouais, ok. On est parti. Alors je vois que tu connais le système des portes étranges. Par contre, c'est curieux, on a l'impression que la porte monte. Bah oui, comme dans les DB9. Ouais, comme effectivement, dans les DB9, mais la porte grimpe, c'est assez curieux, effectivement. On est entre la porte en élytre et la porte... c'est pour faire un petit effet spécial. Ok. Comme pas mal d'autres choses d'ailleurs. Bon, allez, en route. Allez, on y va. Alors tu démarres en tournant la clé, puis en appuyant sur un bouton. Ah oui, parce que celle-là, elle n'a pas encore la clé que tu viens mettre dedans. Non, elle n'a pas encore la clé qui s'insère. Moi, ce que je remarque, quand même, au premier regard, c'est que c'est vachement bien fini dedans. Ouais, c'est vrai, c'est très bien fini en fait. Un cuir d'une qualité assez peu commune, c'est un cuir très fin, qui n'a pas ce mauvais goût d'être grêlé, on ne sait plus quel mot utiliser. C'est effectivement très bien fini. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on parlait des beaux cuirs. Et il y en a à profusion. Les sièges sont en cuir dessus, dessous, sur les flancs. Les contreportes sont entièrement garnies de cuir. Le plafond est dans un alcantara de belle qualité. Le ciel de toit, je voulais dire. Ouais. Et puis, on trouve aussi énormément de pièces en aluminium, ce qui est assez étonnant. Par exemple, les grosses poignées là sur les poignées de porte, les grilles de ventilation. Exactement, c'est froid. Les boutons de commande de chauffage qui ressemblent d'ailleurs à des boutons de vieux amplis Scott. Ils sont en aluminium. Ça, regarde, le cendrier. Ouais, d'ailleurs, toute la console centrale est en espèce d'alu anodisé. Exactement. Et alors, peut-être pas tout à fait tout, c'est pas cette partie-là, mais celle-ci, ainsi que ça. Le porte-gobelet, qui sert aussi, d'ailleurs, c'est amusant. Je me suis demandé assez longtemps tout à l'heure comment on ouvrait cette chose, et en fait il faut tirer sur le levier du porte-gobelet et ça dégage et ça permet d'ouvrir ce machin. Le deuxième. Ça permet d'ouvrir le coffre. Ok. Central. Voilà, alors tu sens la suspension? Ouais, c'est un peu. C'est un peu raide. C'est un peu raide, ouais. C'est un peu plus raide que ce que j'imaginais. On se posait la question de savoir si c'était une GT ou une sportive. Je trouve que c'est un comportement. Façon de lire les petites bosses, de nous secouer un petit peu. On sent bien la route, hein. On sent bien la route. Ok. Tu vois, c'est un peu plus raide que la 930 Turbo qu'on a essayé l'autre jour, par exemple. C'est plus raide qu'un 930 Turbo, et surtout, c'est à titre de comparaison, c'est plus raide qu'une DB9, qui est sa grande sœur chez Aston Martin. Tout à fait. Sa grande sœur à tout point de vue. Très bien. Alors, ça, oui, je connais ce passage. Alors, tiens, regarde, on va faire chanter le moteur. Ça avance. Ah, ça marche maintenant, là. Ah oui, ça... Voilà. Ah mais ça se met à marcher très tard, en fait. Ça se met à marcher progressivement, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on prend des tours. Mais c'est pas... C'est une belle envolée lyrique. Ah ouais, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. On a l'impression d'avoir presque un V8 américain. On peut le refaire si tu veux. Bon, on va le refaire. Je vais même dire pire, je vais le refaire. Tu vas le refaire. Je vais le refaire. Alors, je roule encore 2 minutes. Bien sûr, et tu repasses par là. Tu peux continuer par là. En face. Ouais. Très bien. Alors tu vois la boîte. Ouais, c'est sympa, hein. Bon, et après on dit que ça manque de couple. En fait, oui, c'est un peu l'impression que donnent souvent les moteurs assez élastiques. Le moteur est très élastique. Bon, mais bon, allez, je passe la 3e. On est à 1700 tours. Allez, je mets la 4. 1500 tours. Je soude. Oh, ça marche quand même, hein. Ça repart. Ah oui, ça repart. Ça repart. Et ça repart très longtemps. Ça repart, c'est bon. Pour la boîte, après, tu me diras ce que t'en penses. C'est pas très rapide. Bah là, comme ça, tu la sens. Voilà. Mais alors, je vais couper les gaz. Ouais, ça change rien. Ça change rien. Bon. Ça change rien. Le rétrogradage est plus efficace, je trouve. Tu vois? Ouais, et puis surtout, ça te fait un espèce de talon pointe automatique qui t'évite de faire des erreurs. La montée est un peu lente.
Ah, si, dans les tours, elle marche vachement mieux la boîte. Voilà. Bon contrôle de traction. Oui. Tu vois, ouais. Elle part pas. Hein. Bah, elle part pas avec le traction control. Voilà. Sans le traction control. Elle irait franchement. Elle irait. Alors c'est marrant parce que même en mode manuel, ouais. Et à vrai dire, je ne me suis pas tellement soucié de savoir si ça marchait autrement. J'imagine que si on appuie sur D, ça se débrouille tout seul. Ça se débrouille tout seul, mais ça peut, avec les sensations que te fait la boîte de vitesse, ça peut être surprenant par contre. C'est possible. Enfin, moi j'ai souvenir des 430 boîtes F1, des 612, des 599, qui ont une boîte qui est assez similaire dans le comportement, franchement. Finalement, oui. Et quand tu es en drive et que tu veux réaccélérer par exemple avec la rétrograde, tu te retrouves avec un trou à un moment où tu t'y attends pas. Tu as l'impression de conduire une Peugeot 1007 avec une boîte. Ouais, ou un C4 Picasso avec la boîte fameuses BMP. Et là t'es surpris voire déçu. Hein. T'es même très déçu potentiellement. Bah, je me range un peu dans ce coin et puis tu prends le volant. Oh, bah, tu peux te mettre. Allez, comme d'hab. Alors, ah oui, mais c'est électrique là-dessus. Ah, mais là, ça se règle où ? Ah oui, ça se règle à droite, ok. C'est pas bête d'ailleurs comme position. Non, c'est pas bête du tout. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand tu lâches l'accélérateur, le frein, la voiture. Elle recule d'abord et après tu as du rampage, mais. Du rampage avec un embrayage. Hein. Elle hésite. Oui, je pense pas qu'il faille trop en abuser. Ouais. Je serais tenté de penser que l'embrayage ne le supportera guère longtemps. Ah, il y a du couple quand même. Ben oui, finalement. Tu vois, si tu la passes comme ça, là, regarde. Ouais. T'atténues un peu, pas beaucoup. Hein. Ouais, à peine. Bon, alors première sensation, alors il n'y a pas tant de visibilité que ça dans cette auto. Ah oui, tu trouves ? Tu vois, on disait la Testarossa où on avait l'impression de rien voir, et en fait on voyait très bien. Oui, d'accord. Et là, celle-là, on s'attend à voir, parce que tu as un pare-brise qui est assez loin, et qui est assez rétréci finalement, t'es un peu... Il est très incliné. Il y a un petit côté Concorde. Et puis, non, je trouve alors sur les fenêtres latérales, on est proche des fenêtres, donc ça va. Mais tu vois, sur la fenêtre opposée, finalement, de la visibilité est assez réduite, quoi. Alors c'est rigolo, parce que quand j'en ai pris le volant, par contre, pardon, tu allais dire. J'allais dire, par contre, la visibilité arrière est plutôt bonne, hein. Avec cette grande lunette. Ouais, c'est marrant, on n'a pas exactement le même avis. Tu vois, moi, je me suis installé dedans. Les premiers mètres, j'étais un peu gêné parce que je suis pas un grand fan des autos très modernes, comme tu le sais. Et effectivement, ces immenses tableaux de bord qui montent assez haut sur un capot, qui se termine assez haut au pied du pare-brise, tout ça c'est pour des raisons de respect des normes de choc piéton en fait, hein, tu sais. Et ça permet aux piétons de rouler, qu'on renverserait malheureusement, de rouler par-dessus l'auto et donc de se faire moins mal. Bon. Et le résultat c'est donc qu'on a une vision assez piètre vers le museau de la voiture en fait, il faudrait lever les yeux pour voir ce qui se passe devant. Et puis finalement, bon, on s'y habitue à ça, d'accord, on voit pas juste devant, c'est pas grave. Ah si, dans les tours, la boîte est assez réactive et elle a un peu de mordant. Hein. Il y a quand même un truc amusant, c'est que quand je prends 6000 tours, tu fais oula. Toi, t'en prends 7005, comme qui rigole en première. Non, mais t'as pas la même sensation en étant passager qu'en étant conducteur. Hein. Oui, je vois que la confiance ne règne pas de la même niveau dans les deux sens. Non, c'est pas une question de confiance, Je plaisante. Elle est rapide dans les tours. Ah ouais. En fin de compte. C'est drôle, hein, comme une fois encore, on nous raconte plein de choses sur une auto. Elle est surprenante. Et la plupart des gens ne l'ont pas conduite. Si, ça marche vachement bien. Ça marche, hein. Ah ouais. En tout cas, ça secoue un peu sur les parties comme ça. Effectivement, elle est inutilement raide. Il y a un côté inutilement raide de cette auto. Oui, parce qu'en fait, c'est pas une auto avec laquelle on va attaquer le Mont Ventoux comme un fou. Non. Hein, on va s'amuser quand il y a un petit peu de place, dans des grandes courbes. Elle n'a pas du tout le côté traître de certaines autos dont la puissance débarque en 2 temps, sans parler de 930 turbo, mais c'est vrai qu'il y a certains moteurs Atmo qui deviennent extrêmement virulents vers 5-6 000 tours. Là, une fois encore, on est sur quelque chose de très linéaire. Hein. Et puis qui pousse longtemps. Ouais, qui est pas hyper puissant. Non. Mais franchement, là, dans la petite zone, la voiture, elle marche, quoi. Elle marche. Elle marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Le freinage, alors une fois de plus, on n'a pas tapé dedans longtemps, mais
faudrait voir à l'usure, mais en tout cas là, moi, personnellement sur des boîtes comme ça, je freine à gauche. Ouais. Et quand tu l'attaques, tu sens que la pédale, elle a du mordant. Vraiment c'est vraiment une auto étonnante et ce sera un peu la conclusion que j'en ferai tout à l'heure, mais si on la compare vraiment à sa concurrente qui finalement est la 911, c'est deux autos qui n'ont rien à voir en définitive. Non. Parce que là tu montes dans une 911, c'est une toute autre auto quoi. Mais vraiment quoi, c'est... Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas les mêmes matériaux, les mêmes sonorités, le même couple. Voilà. Non. Attends, je vais tester un truc. Ouais. C'est la mettre en mode auto. Ah oui. Peut-être que là, on va avoir un autre discours. Ouais. Bon, elle a rétrogradé là. Bon, bah là, on doit être en Toute seule. première. 11 Je sais pas. secondes. Et elle passe à quel régime alors? Là, je conduis vraiment normalement. Ok. Ouais, disons que pour moi, le risque, c'est quand tu fais ça quoi. Ah ouais, Tu vois, là ça devient désagréable. Tu fais un kickdown et là, où tu mets un peu trop de gaz, elle rétrograde. Entre temps, toi, t'as pas envie qu'elle parte comme une malade. Alors Enfin bon. tu lui as rien demandé en réalité, t'as juste demandé à repartir sur le couple. Donc, oui, c'est ça. Tu vois, tu fais ça. Alors là, elle accélère ce coup-ci. Oh là, il y a un petit chat au loin. Ouais. Mais en fait, là, elle a pas rétrogradé. Bah là, elle a pas rétrogradé parce qu'elle était peut-être déjà en seconde. Bah, non, elle fait n'importe quoi en fait. Enfin, elle fait n'importe quoi. Elle est pas régulière. Bah après, on n'a pas pris le temps d'apprivoiser, mais. Oui, il faudrait rouler. Tu vois, là, je mets le pied dedans. Ah bah si, là, elle a rétrogradé. Là, elle a rétrogradé. Ouais. Bon, assez vite d'ailleurs. Bon. Assez vite. Ouais. Rappelons que celle-ci est de 2008. Donc elle a 14 ans. 15 ans. Elle a 15 ans cette année. Donc, elle a bien vieilli, très bien vieilli. Elle a bien vieilli. Et puis elle a pratiquement 100 000 km. Oui, elle a roulé. Elle a roulé cette auto. Pratiquement 100 000 km. Parce qu'il est normal pour une voiture de 15 ans, mais souvent les Aston Martin ont de faibles kilométrages parce que ce sont des 3e, 4e voitures. Ouais, mais 15 ans, elle a pratiquement fait 10 000 par an, quoi. 8 000 elle a fait 7 000 par an, quoi. 7 000 par an, ouais. C'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Et voilà. Hop. La voiture au neutre. Point mort. Point mort. Je tourne la clé. La clé. Le frein à main en fly-off. C'est ça. Toute bonne anglaise. Qui se respecte. Voire comme pas mal d'italiennes. Comme pas mal d'italiennes aussi, ouais. Et là, on essaye de sortir avec un peu de dignité. Nicolas, je crois que on n'a pas la réponse précise à notre question. Pas tout à fait. Est-ce que c'est une sportive ou est-ce que c'est une Sportivo GT ou une GT, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, elle a des vraies aptitudes dynamiques, finalement, de manière assez surprenante. Ouais. Bon, on n'a pas non plus tapé dans les freins comme des malades, donc. Non. Mais c'est pas ce qui manque les freins là-dessus. Hein. Ouais. C'est en tout cas, au ressenti de pédale, c'était bien. Ouais. Et ce que je pourrais juste te dire, moi, mais ça, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Mais c'est que si j'avais le choix entre ça et une 911, donc au même tarif, donc c'est une 997 au même tarif, j'hésiterais pas du tout. Je prendrais ça sans hésiter, quoi. Par rapport à une 911 3,6 litres Carrera. Pour moi, cette auto procure beaucoup plus de sensations, de sonorités. Ouais. Et elle est un peu plus rare que la 911. Sans avoir le mythe. Tout ça. Mais par contre, t'as pas le mythe. Ah, t'as le mythe Aston Martin. T'as pas le mythe 911, mais t'as le mythe Aston Martin. C'est un peu moins au point dans les détails. Peut-être c'est un peu moins abouti. Carrément. Le compromis est pas tout à fait aussi idéal, mais l'exclusivité est sans comparaison. Exactement. Et c'est plus joli. Et c'est plus joli. À mon goût. Nicolas, merci d'être venu. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bonne fin de journée. Eh bien, nous allons à présent ranger cette voiture là où nous l'avons prise, à la conciergerie d'Orléans. Et je vous invite à me suivre. Et voilà, l'Aston Martin est de retour à la conciergerie Cars Hub d'Orléans. Cette vidéo test est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous nous retrouverez dans la prochaine. N'hésitez pas en attendant à vous abonner, à liker, à faire des commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube Cars Hub. A bientôt, c'était Nicolas. Merci. Au revoir.